Le cheval plaît beaucoup, hein. C'est un vecteur de communication extraordinaire. Avant d'être un cavalier, c'était important d'être un horseman. Always put the horse before the personal ambitions. Vraiment un cheval incroyable. Voilà quelqu'un qui est champion olympique et qui n'est pas ordinaire. Se remettre en question et peut se servir des défaites pour être meilleur après. Ce feeling, je l'ai eu directement avec Caleb. On fait du haut niveau, il y a le côté financier, c'est comme ça. Aller en compétition parce qu'il est bon, pas parce qu'il paye une table. Moi, je veux pas courir mes chevaux pour l'argent. If you can do it in a way that doesn't take too much out of your horses. Quand on voit l'évolution en 10 ans de temps, qu'est-ce que ça va être dans 10 ans ? Pouvoir motiver les jeunes à aller au bout de leurs rêves. Forme de très très bons compétiteurs. Je ne vais pas dire que ça forme des hommes de chevaux. Pour moi, les bons moments, ils sont à venir. Aujourd'hui, réussir sa vie, c'est avoir la vie que l'on souhaite. Cédric Hurel fait partie de ces cavaliers qu'on n'entend pas beaucoup, mais qu'on regarde avec admiration. Discret, travailleur, ancré, il avance en silence, concentré sur l'essentiel. Ses chevaux, sa progression, sa passion. Pendant des années, il a construit son parcours loin des projecteurs, sans jamais se détourner de sa ligne. Et puis, un cheval est arrivé. Un cheval qui a tout changé, Fantasio Floréval. Avec lui, en 2024, Cédric est sacré champion de France Pro Élite et franchit enfin le cap du très haut niveau. À 50 ans, une consécration tardive, mais terriblement méritée. Car derrière ce titre, il y a des années de travail, de patience, d'engagement. Il y a aussi une histoire de couple, de famille, de vie partagée avec son épouse Barbara, avec qui il forme une équipe soudée, passionnée et profondément complice. Dans cet épisode, Cédric revient sur son parcours atypique, sa relation avec Fantasio, sa vision du sport, de la rigueur, de la longévité. Une voix rare, posée, inspirante, que nous sommes très heureuses de partager avec vous aujourd'hui. Allez, c'est parti. Bienvenue dans I'm Equestrian, le podcast. Bonjour Cédric Hurel. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté de faire cet échange avec moi. On est aujourd'hui au concours international de Mâcon, c'est un 4 étoiles. Vous êtes venu prendre part à la compétition et c'était l'occasion parfaite pour se rencontrer. Ça fait, pour tout vous dire, un petit moment qu'on aimerait enregistrer cet épisode. On n'a pas vraiment eu le temps au Master Pro de Fontainebleau cette année, mais on s'était croisés très brièvement l'année dernière puisque vous aviez dit un petit mot dans une capsule au sujet du championnat de France après votre victoire. Je vais prendre un moment pour parler de vous, pour retracer un tout petit peu votre biographie, on va dire, et pour introduire votre vie. Et après, je vais vous laisser la parole et vous allez compléter tout ce que je n'aurais pas su dire. Et je suis sûre qu'il y a énormément de choses. Vous êtes le petit frère de Jérôme Hurel, que l'on connaît très bien. Donc, vous venez d'une famille, en tout cas, proche des sports équestres. Et j'ai très envie que vous me parliez de cette famille et de vos débuts. Vous avez vécu cette année peut-être la consécration de votre carrière avec votre victoire dans le Grand Prix 5 étoiles de Bordeaux. Mais là encore, j'ai envie qu'on en parle. Et puis l'année dernière, on vous a vu bien sûr triompher dans le championnat de France Pro Élite, les Master Pro de Fontainebleau, avec votre cheval incroyable, Fantasio Floréval, que vous avez depuis longtemps. Vous aviez déjà eu des très beau succès, vous aviez remporté le CSIO 3 étoiles de Deauville, vous aviez remporté le Grand Prix du CSIO de Verrères et cette année vous avez aussi gagné le Grand Prix avec Fantasio 3 étoiles de Royan. Cédric, on dit souvent de vous que vous êtes un préparateur de jeunes chevaux, avant tout. Je ne sais pas si c'est vrai, on va échanger ensemble. Et j'ai croisé Bosti hier. Et j'ai échangé quelques mots avec lui en lui disant qu'on allait enregistrer cet épisode. À chaque fois, on a toujours l'occasion de discuter avec Bosti. Et il m'a dit que vous viviez actuellement votre rêve, que le haut niveau, ça a toujours été votre rêve et ce qui avait animé votre passion, ce qui avait animé votre carrière. J'aimerais qu'on revienne au tout début de votre histoire de cavalier, au tout début de votre histoire de sportif aussi, que vous m'expliquiez dans quelle famille est-ce que vous êtes arrivé. Est-ce que vous avez été tout de suite mis au contact des chevaux? Est-ce que c'est venu plus tard? Je sais que vos parents sont très proches de vous, de votre frère. L'année dernière, quand vous avez remporté le titre, ils étaient à la sortie de piste. Ils vous ont sauté dans les bras, ils étaient autour de Fantasio aussi. Donc j'imagine qu'ils ont été très présents, mais j'aimerais bien que vous me racontiez cette histoire-là. Alors en effet, ouais, c'est bien englobé tout ça. Le récapitulatif était quand même bien fait. En effet, ouais, je suis né et baigné dans le monde des chevaux depuis toujours.
Mes parents, mon père était moniteur il y a bien longtemps en Île-de-France, dans les années 60, fin 60, tout début 70. À Gomberville même, donc ça parle à personne ce nom de ville, mais voilà, c'est dans le 78. Et mes parents ont acheté une ferme dans la vallée de Chevreuse. C'était, je crois, en 70 ou 71. Et du coup, voilà, moi je suis de 73. Donc en fait, je suis né dans la ferme avec les chevaux. Enfin, je suis né à l'hôpital, mais baigné avec les chevaux. Ça s'appelle le haras de Malvoisine. Et mes parents ont transformé cette ferme-là en ferme équestre, centre équestre, en faisant de l'élevage et en nous faisant monter à cheval dès tout petit. Et c'est vrai que moi, j'ai monté une ponette, on se passait une ponette qui s'appelait Fanette, qui nous a appris à monter à cheval, mes 3 frères et moi. Parce qu'il n'y a pas que Jérôme, il y a aussi Christophe et Vincent, mes 2 autres frères, avec qui on s'entend très bien. Et on s'amusait plus à cheval que apprendre. Et c'est en s'amusant qu'on a appris. Et c'est vrai qu'à l'époque... on s'entraidait pas mal pour se donner des conseils. Notre père nous faisait monter avec des chevaux différents, du centre équestre, des chevaux d'école. Et puis après, on est passé à faire de la compétition avec des chevaux plus intéressants que mon père achetait, souvent en réforme de pur sang. Moi, j'ai commencé les championnats de France cadet avec une pur sang, donc c'était assez drôle de fonctionner comme ça, mais ça nous a bien mis en route, tous mes frères et moi-même. Donc voilà, au début, on était vraiment déjà bien entourés avec les chevaux, et puis c'est devenu vite une passion en fait. Vous avez 51 ans, ce qui veut dire que votre carrière a évolué, a pris son temps aussi pour arriver à son point culminant avec cette victoire cette année à Bordeaux, avec l'accès aux 5 étoiles depuis quelques années déjà. Comment ça s'est passé, cette évolution entre le circuit cadet, qui est déjà assez précoce en général, quand on saute les épreuves jeunes cavaliers, juniors, etc., on saute déjà assez haut, et cette arrivée dans le haut niveau, ça a été progressif. Est-ce que vous avez monté beaucoup de jeunes chevaux? Comment ça s'est passé un petit peu ce fil de votre carrière? Alors voilà, après les cadets juniors, forcément, j'ai quand même suivi un peu d'études en même temps. J'ai eu un BTA, un bac agricole. Après, j'ai fait un BTS dans les chevaux aussi, pour au moins avoir un petit bagage en plus. Et en même temps, je travaillais chez mes parents quand j'avais, on va dire, 20 ans, 21 ans, après mon BTS. Et jusqu'à temps d'aller à l'armée. J'ai fait l'armée. À cette époque-là, il y avait encore l'armée. Et puis même à l'armée, je suis rentré dans la section 4 ans à Fontainebleau, au CECM. Et du coup, j'ai monté, je ne sais pas combien de 4 ans en concours, les chevaux militaires. Donc voilà, j'étais tout le temps dans ma phase apprentissage. Après les cadets juniors, apprentissage avec les jeunes chevaux. Et après l'armée, je suis revenu chez mes parents. Et puis là, j'avais un peu plus de chevaux, mais je faisais aussi des reprises, de l'école d'équitation. J'allais un peu à droite à gauche donner des cours. J'allais un peu à droite à gauche en dehors des écuries à la maison pour monter des chevaux au pied levé. Et voilà, c'était un parcours faut que je gagne ma vie. Je pratique mon métier de cavalier, mais aussi de donner des cours. Et du coup, ça s'est fait un peu comme ça. Et après, je dirais à 24 ans, j'ai eu l'opportunité, parce que comme je montais des chevaux un peu à droite à gauche, j'ai connu un monsieur qui s'appelait Michel Cala, qui avait un cheval, un énorme cheval d'ailleurs, qui s'appelait Victor du Plessis. Et c'était un cheval de l'élevage de André-Annick Chenu. Que l'on a reçu dans le podcast. Pardon ? Que l'on a reçu dans ce podcast aussi. Voilà. Et du coup, ce Michel m'a dit, tiens, il y a quand même une place peut-être à prendre chez André-Annick. Tu devrais postuler pour prendre la place de cavalier. Et donc j'ai été me présenter au Haras du Plessis, chez André-Annick, pour prendre la place de cavalier. Et ils m'ont accueilli, ils m'ont embauché, sous garantie d'avoir le poids lourd. Donc je suis revenu passer mon poids lourd vite fait en 15 jours.
Et je suis arrivé chez eux en janvier 98. Voilà. Et à ce moment-là, j'ai dit à tout le monde, je laisse tomber mes clients et tout ça des Yvelines. Je reviendrai dans un an, peut-être, on verra. Et finalement, je suis revenu que 3 ans plus tard. Donc j'ai passé 3 ans dans les écuries d'André et Annick à monter des bons chevaux, à apprendre énormément, parce que c'est vraiment des hommes de chevaux. Ils savent très bien, ils savent très bien voir tel cheval, ça va être un bon cheval, tel cheval, il est un peu, ils ont un super œil et ils m'ont transmis un peu, et peut-être pas à leur point, mais ils m'ont bien transmis leur savoir pour choisir aussi les chevaux et les travailler, les monter et faire quelque chose de bien avec eux. Et j'ai appris énormément et c'est là que j'ai vraiment été préparateur de jeunes chevaux parce que j'en avais pas mal à monter et j'ai d'ailleurs eu le trophée Lépron. C'était en 99 à la Grande Semaine. J'ai gagné le trophée Lépron. Là, j'étais tellement ravi d'avoir ce trophée-là. C'était assez. C'était significatif. Ouais. C'était une belle performance de décrocher ce trophée. Donc voilà, c'était. Et c'est aussi surtout grâce à André et Annick de pouvoir gagner ça avec leurs chevaux et leur savoir. Est-ce qu'à ce moment-là, vous rêviez, vous nourrissiez déjà le rêve d'aller faire du haut niveau, d'aller faire de la Coupe du Monde ? Oui, alors Coupe du Monde, ça me paraissait très très loin, mais faire du haut niveau, à l'époque, c'était les classes A. Les pro élites, voilà, finalement. C'était A1, A3, A2, A1, A1 Open, tout ça. Donc c'est vrai que ça faisait partie de mes rêves. Et puis après, je suis reparti de chez eux. Je me suis installé à mon compte. Et là, c'était beaucoup plus compliqué parce que là, il fallait que je recrée ma clientèle, remplir les box. J'avais une location, je louais des écuries. Donc, il fallait faire toute la compta, tout remettre en route. Et le fait d'avoir gagné ce trophée Lépron m'a bien aidé parce que j'ai eu énormément de jeunes chevaux. J'ai travaillé avec les haras nationaux, je montais leurs chevaux au ras des Brévières. Après, il m'est arrivé de déménager plusieurs fois quand même d'écurie, donc c'était pas facile entre tous les déménagements. Et la clientèle s'est faite au fur et à mesure, surtout de jeunes chevaux. Et de début 2000 jusqu'à 2015, j'ai monté énormément de jeunes chevaux. En effet, oui, je passais beaucoup plus de temps à monter des jeunes chevaux. Et après, le week-end, c'était les épreuves des nationaux pour aller monter des B1. Et après, ça a commencé, quand le Grand National s'est démarré, on a commencé à viser un peu plus haut en préparant des chevaux pour aller sauter le Grand National. 2015, c'est pour vous un peu le tournant de votre carrière, quand vous avez commencé à être un peu plus équipé pour aller sauter plus haut ? Ouais, voilà. J'avais quand même des chevaux j'ai eu la chance déjà de monter Ruby de Preuilly à 6 ans. Ça, c'est un cheval qui a fait carrière après avec Cédric Angot. J'ai eu aussi, j'avais un autre cheval qui s'appelait Pacha de Preuilly avec lequel j'étais jusqu'au Grand National. Je travaillais pas mal avec l'élevage de Preuilly. Et après, j'ai eu d'autres chevaux et puis que j'ai vendus. J'ai eu des investisseurs. On a acheté pas mal de chevaux qu'on a emmenés jusqu'à 1,50 m et qu'on a revendus. Donc ça faisait un peu tourner l'écurie et les clients étaient contents, donc on rachetait. Et c'est vrai qu'à partir de 2015, voilà, j'ai quand même eu plus souvent des chevaux pour aller sauter 1,50 m et plus de commerce, ce qui donne un peu plus de confort financier et pour après continuer à rechanger à chaque fois le piquet de chevaux quand on les vend et faire une tournante comme ça pour essayer de sélectionner, s'améliorer et dans l'équitation, parce que plus on saute des bons parcours et avec des meilleurs chevaux et plus on s'améliore aussi. Donc voilà, c'est un tout et ça alors en effet, oui, ça a mis du temps, mais bon, on y arrive à force. C'est un cercle vertueux qui vous permet de monter plus de chevaux, de prendre l'expérience. Est-ce que dans cette trajectoire-là, il y a des gens qui ont marqué votre parcours professionnel, votre parcours sportif ? Est-ce qu'il y a des gens avec qui vous avez travaillé, des coachs, des entraîneurs qui vous ont vraiment accompagné aussi dans cette évolution ? Alors, j'ai l'habitude de travailler un peu tout seul.
J'ai souvent, de temps en temps, j'ai demandé un conseil ou deux. J'étais un peu perdu, fallait que je me recadre un petit peu. Donc, de temps en temps, je demandais à mon frère Jérôme qui me filait un petit coup de main avec certains chevaux. Qui à cette époque-là, lui, il était vraiment dans le très haut niveau, puisqu'il a fait les championnats d'Europe, où il était réserviste aux championnats du monde. Donc voilà, c'était quand même assez facile de lui demander un petit coup de main. Ou de temps en temps, une fois ou deux, j'ai travaillé avec Frank Chilwart. Voilà, et puis je m'apercevais que bon, j'étais pas si loin que ça de la vérité. Donc, et puis après, je préfère aussi faire mon analyse de moi-même. Moi, je me remets souvent en question. De ce qui fonctionne, de ce qui ne fonctionne pas. Je cherche toujours à améliorer ma façon de faire. Je reconnais tout de suite quand je fais une erreur. Donc voilà, c'est un peu un état d'esprit que je m'engage vraiment vis-à-vis de moi à pratiquer, parce que pour moi, c'est la meilleure solution d'avancer, c'est de se restructurer quand ça ne va pas et d'essayer de trouver des solutions pour s'améliorer, et surtout pas nier le fait que ça va pas, en fait. Donc voilà, moi je pratique vraiment dans ce sens-là pour toujours essayer d'avancer, même quand on recule, il faut toujours avancer derrière, quoi. C'est drôle, c'est Laurent Guillet qui avait dit ça à notre micro. Ah. Est-ce que vous pensez que... En fait, j'allais vous parler de votre personnalité, mais je me demande aussi, parce que vous parlez de la remise en question, de ne pas nier les erreurs, de ne pas nier les problèmes, est-ce que vous pensez que c'est la clé pour réussir dans ce sport? Je ne pense pas forcément que ce soit la clé, ça fait partie d'une des clés. Parce qu'il n'y a pas que ça, la remise en question évidemment, mais il y a aussi le mental, ça c'est important, l'assurance, faut être sûr de soi quand on va sur un parcours, parce que ça c'est ce qu'on transmet aussi à son cheval. Plus on est sûr de soi, plus le cheval il va pas douter. Donc voilà, faut faire osmose avec le cheval qu'on monte, et puis essayer de faire en sorte qu'ils comprennent notre façon de faire, pour pas que, enfin, moi j'estime que ce soit pas dans la brutalité ou de la force. Faut que le cheval comprenne, qu'il soit en confiance, comprenne ce qu'on lui demande, et puis il va comprendre, et puis il va être en confiance. Donc voilà, c'est un effet un peu boule de neige pour faire avancer les chevaux. Après, il peut toujours arriver une mésentente ou un truc comme ça, où on va redescendre de niveau pour repartir sur la confiance avec le cheval. Donc moi, je suis souvent en train de faire le yo-yo avec les chevaux pour pas non plus les échauder sur tout le temps du haut, et qui s'amusent aussi à sauter plus bas. Donc voilà, je pense qu'il n'y a pas une clé, il y en a plusieurs, et il faut tirer les bonnes à chaque fois, quoi. Vous parliez de confiance, d'avoir confiance en soi, confiance dans sa capacité à monter le parcours, confiance en son cheval aussi. Est-ce que c'est quelque chose qu'on apprend? Est-ce que c'est quelque chose qui est inné? Est-ce que ça se travaille avec l'expérience? Ça, c'est sûr que ça se travaille, parce que la confiance, de temps en temps, on peut la perdre, mais il faut la reconstruire. Et c'est sûr que si on a quelqu'un avec qui dialoguer et tout ça, c'est bien aussi. Le travail de coach là-dessus est aussi important. Alors moi, je travaille un peu tout seul, donc j'essaie de me coacher un peu moi-même. Je fais de la casquette de coach et de cavalier en même temps. Donc, mais après, là-dessus, avec ma femme, on se complète bien, parce qu'elle peut aussi dire ce qu'elle ressent, et du coup je l'écoute, et il y a un échange tous les deux qui fait qu'on s'entraide bien. Donc voilà, on est un peu raccord là-dessus. Quand on observe votre succès actuel et vos performances actuelles, on a vraiment le sentiment d'avoir affaire à une triptyque, à un trio, votre femme, Fantasio, et vous. J'avais regardé des vidéos qui étaient sorties sur la chaîne YouTube de l'Éperon, où on la voit détendre le cheval sur le plat, ensuite vous le récupérez pour sauter, et puis vous parlez. Et je sais que ce cheval avait été justement acheté pour votre femme. J'aimerais bien que vous me racontiez cette histoire, parce que Fantasio, forcément, c'est vraiment le cheval de votre vie, j'imagine. Ça a été le destin qui vous l'a mis sur votre chemin, celui qui vous permet aujourd'hui de réaliser vos rêves. Est-ce que vous pouvez me raconter cette histoire qui est quand même assez singulière finalement? Oui, ça c'est sûr, elle est singulière. Alors, c'est il y a à peu près une bonne dizaine d'années, j'ai été contacté par l'éleveuse Florence Pater, l'élevage Floréval, pour aller sortir des 4 ans.
Voilà, c'est à l'époque où je faisais des jeunes chevaux, donc on revient un petit peu en arrière. Et du coup, voilà, j'avais un piquet de 5-4 ans à monter. Et en même temps, je la faisais travailler, Florence, avec ses chevaux, un peu plus vieux. Et dans ce piquet de 5 chevaux, il y avait Fantasio. Donc j'ai monté Fantasio quand il avait 4 ans. Et voilà, c'était un cheval un peu timide, mignon, qui sautait bien, mais qui n'était pas très en confiance avec lui, qui se retenait un petit peu sur les barres, mais attachant et sensible, déjà assez sensible. Donc voilà, on a arrêté de travailler ensemble avec Florence, et même si de temps en temps elle me rappelait pour lui donner des cours quand j'étais ou cassé ou quand j'avais le temps, voilà, parce que c'était pas forcément à côté de chez moi. Et Fantasio était toujours là et elle voulait le vendre, et du coup, je la fais un peu plus courte parce que voilà, il était venu pour être présenté. Je l'ai présenté à des clients. Finalement, ils ne sont pas montés dessus parce qu'il était encore un peu timide. Et puis 2-3 mois après, il était toujours à vendre. Et du coup, elle m'avait appelé pour savoir ce que j'en pense. Enfin, pour trouver une solution. Voilà, trouver une solution. Et du coup, je dis bon, bah écoute, je l'achète parce que moi, il fera peut-être un cheval pour ma femme, Barbara. Et à ce moment-là, il sautait des 1m25. Et comme Barbara, elle courait sur 1m25, 1m30, de temps en temps 1m35, elle est même, une fois même, elle a sauté la 1m40 ici à Mâcon, le Grand Prix Une Étoile, où elle était deuxième. Donc ça pouvait lui faire un cheval pour reprendre un peu la suite derrière une autre jument qu'elle avait. Et puis c'est moi qui l'ai dû buter en concours pour voir un peu son comportement. Et puis Barbara s'est fait mal. Elle s'était cassé une côte, je crois, à ce moment-là. Du coup, j'ai continué à le sortir un petit peu. Et il a enchaîné plein de sans faute tout de suite, de 1m25 à 1m30, 1m35. Et du coup, on est arrivé à la fin de saison 2019. C'est ça, par contre, c'était quand il avait 9 ans. Donc, il avait sauté uniquement de 4 ans à 9 ans. Il avait sauté que 50 parcours dans sa vie, dans sa carrière. Donc c'est très peu arrivé à 9 ans. Donc en fait, il a eu le temps de s'endurcir tout doucement, pas être du tout usé sur son physique jusqu'à la croissance, c'était bien terminé déjà. Et puis finalement, Barbara, elle n'a jamais fait de parcours avec, parce qu'elle se trouvait que c'était du gâchis de monter dessus pour qu'elle saute des 1m30-35, alors que moi, on pouvait voir qu'il allait quand même sauter normalement enfin on était au moment où je commençais les 1m40 et puis après 6 mois après il commençait les 1m45. Bon, entre temps il y a eu des coupures parce qu'il y a eu le Covid, après moi je me suis cassé, donc j'ai pas monté pendant presque 4 mois avec le Covid et mes fractures, et après 2021 c'était lancé sur de plus en plus haut. J'ai lu dans une interview que vous avez donnée, je crois que c'était dans le magazine Grand Prix, des mots qui m'ont interpellée. Vous avez dit « Il n'a pas passé un cap, on a passé un cap ». Et après, vous parlez du galop, de l'approche, du sentiment, de la sérénité pour aborder les parcours du haut niveau, que vous avez travaillé ensemble finalement, puisque vous n'aviez pas l'expérience, lui n'avait pas l'expérience. J'aimerais bien qu'on parle de ça. Comment est-ce qu'on s'entoure à ce moment-là ? Comment est-ce qu'on passe le cap du haut niveau ? C'est un rythme différent, c'est des performances différentes, c'est des exigences différentes à la piste. Comment est-ce que vous avez abordé le virage ? Alors le virage, je l'ai abordé, on va dire, je n'ai pas vraiment préparé, c'est parce que du coup quand on est sélectionné pour aller faire une Coupe des Nations, on y va. Bon, évidemment il y a du stress et du coup on monte moins pareil parce qu'il y a ce stress qui envahit un petit peu, mais ça c'est au début, et après il faut réussir à gérer ce stress. Et à ce moment-là, c'était à cette Coupe des Nations où on fait 4 points, enfin moi j'ai fait 4 points en première manche, mais on a tous fait 4 points je crois en première manche, et du coup on n'était pas qualifié à Verrer. C'était en 2021 il me semble, fin 2021. Et du coup,
quelque part, ça m'a servi parce que pour le dimanche, le Grand Prix, mon cheval était encore bien en forme et j'ai gagné le Grand Prix, c'était 1m55. Je m'attendais absolument pas à le gagner, ce Grand Prix, parce que voilà, on était à l'étranger, c'était une des premières fois que je partais à l'étranger et puis du coup la pression elle se relâche parce que moi je me dis toujours je sais pas pourquoi je suis là, mais et du coup en disant ça élimine un peu de stress et du coup ça devient du stress gérable et du coup on arrive à se donner et à rester concentré sur un parcours comme celui-ci où du coup on est vraiment un peu plus en connexion avec son cheval et l'approche est plus agréable. Et c'est vrai qu'au fil du temps, il y a eu des hauts, des bas évidemment, il n'y a pas que des hauts, mais au fil du temps, et ce qui m'a beaucoup aidé, c'est de pouvoir passer le cap et de classer 1m60. Ça m'était arrivé une fois à Grimaud, j'avais fait un point dans le Grand Prix, mais ça c'était un petit classement, j'étais pas encore satisfait parce que j'avais fait un point de temps. Mais par exemple il y a 6 mois à Lyon, quand j'ai classé la 1m60 du vendredi, je me suis dit c'est peut-être un hasard, et puis je reclasse la Coupe du Monde le dimanche où j'étais 6e à nouveau, je dis là c'est peut-être plus trop un hasard, et c'est vrai que le fait de faire une performance à ce niveau-là, ça donne du confort. Et du coup, on ressent mieux le galop, l'équilibre qu'on a besoin pour aller sauter ces barres. Parce que c'est sûr que, surtout avec Fantasio, j'ai besoin de galop. Je ne peux pas les sauter arrêtés parce qu'il a toute la volonté de la terre, mais il n'a pas tous les moyens non plus. Donc il me faut quand même, que je l'aide un peu avec le galop. Et du coup, c'est vrai que ce confort de classer deux Grands Prix 1m60 de suite, ça réconforte et on se dit que là, on est capable de le faire. Donc à partir du moment où on est capable, du coup on a du confort et on prend de la sérénité. Est-ce que vous montez encore des jeunes chevaux ? Alors je monte, non, on ne peut pas dire que je monte encore des jeunes chevaux, mais je monte, je peux monter un 5 ans, mais ça va être le mien. Ça va être celui que j'ai fait naître. C'est celui que j'ai acheté récemment. Non, mais par contre, les 5 ans, ils font 8-10 parcours et c'est tout. Et je les reprends à 6 ans quand c'est les miens. Ou alors, il faut que ce soit un très bon, plutôt fin de 6 ans pour attaquer les 7 ans. On parlera de votre système un tout petit peu plus tard, mais ma question, elle amorçait une autre question. J'aimerais savoir si cette expérience que vous avez acquise ces derniers mois à haut niveau vous aide aussi à mieux former vos jeunes chevaux. Est-ce que vous trouvez que vous montez mieux ou en tout cas que vous allez peut-être plus vite pas plus vite en termes d'exigence, mais que vous prenez moins de billets pour former un jeune cheval parce que justement vous avez maintenant ce sens de ce qu'on va attendre de plus tard. Oui, parce que du coup la connexion on la comprend mieux. Et puis évidemment chaque cheval est différent, donc on n'a pas forcément, enfin moi en tout cas j'ai pas forcément une manière de travailler les chevaux. Moi j'essaie de m'adapter au cheval et j'essaie de trouver l'attitude dans laquelle il va être le mieux pour aller sauter de la meilleure des manières. Donc j'essaie de m'adapter à ses défauts, ses qualités et pas forcément les mettre dans un même moule. J'essaie d'élargir la façon de monter chaque cheval et trouver la meilleure façon de le monter. C'est pas forcément facile à faire, mais voilà, si un cheval, on a besoin de lui mettre de la place, si on a besoin de le laisser s'ouvrir un petit peu, s'il faut le fermer pour qu'il monte mieux son dos, enfin, plein de techniques différentes. Après, j'arrive pas à faire toutes les techniques, mais j'essaie de m'adapter au plus possible en tout cas. J'aimerais bien savoir comment est construit votre système actuel, parce que de préparateur de jeunes chevaux, vous avez d'abord été salarié, ensuite vous avez monté les jeunes chevaux des autres, et maintenant vous avez donc Fantasio, d'autres chevaux qui vous épaulent, qui épaulent Fantasio surtout pour faire du haut niveau. Vous avez aussi vos jeunes chevaux. Est-ce que vous avez réussi, grâce à toutes ces performances, grâce à cette évolution, à construire un système qui va être pérenne pour vous, pour continuer dans le haut niveau? J'espère. J'essaie de tout construire depuis plusieurs années comme ça. On a fait le choix avec ma femme de pas vendre Fantasio pour essayer de rester à ce niveau-là tant qu'il est encore là, tant qu'il est encore performant. Et de fait de
pouvoir avoir que ça attire d'autres chevaux au sein de mon écurie, pour essayer d'en avoir un ou deux ou trois en espérant qu'ils soient du même niveau que Fantasio ou plus même. Mais pour l'instant, j'ai pas encore égalé. Parce que après, c'est sûr que je les vends aussi, donc c'est pas facile de garder. On peut pas tout garder, il faut en vendre. Et j'en vends régulièrement. Hein. Des chevaux que je forme jusqu'à 1,50 m, j'en vends pratiquement tous les ans. Donc, mais voilà, maintenant j'aimerais bien essayer d'en trouver un ou deux à garder un peu plus longtemps pour pouvoir rester aussi et prendre le relais aussi de Fantasio, qui soit pas aussi, il n'y ait pas que lui avec lequel je fais des grands prix 4 étoiles ou 5 étoiles. Pour l'instant, les autres, ils font des grands prix 2 étoiles ou 3 étoiles. Et donc ça commence à venir, mais plus ça va, plus j'ai des chevaux qui peuvent sauter 1,45 m déjà. Avant, je plafonnais avec 2, 3, éventuellement 4. Là, maintenant, je vais commencer à en avoir 5, peut-être 6. Avec les mois qui suivent, ça devrait commencer à sortir sur ce niveau-là. Donc mon système, il est un peu construit sur du renouvellement. Des jeunes derrière qui arrivent, quand je dis jeunes, c'est 6, 7, 8 ans, pour aller prendre le relais à 9, 10 ans avant de les vendre. Et puis après, un cheval, on peut aussi le vendre un peu plus jeune, ça dépend de ses qualités. Est-ce que tous ces chevaux vous appartiennent ? Est-ce que vous avez réussi à avoir des personnes qui vous ont soutenu aussi dans ce projet ? J'ai des personnes qui me soutiennent, avec qui je fais des deals pour avoir quand même un bout des chevaux. Et j'ai aussi des chevaux qui m'appartiennent, ou en moitié, ou en totalité, sur les plus jeunes qui arrivent, entre 5 ans, 6 ans, 7 ans, et voilà, il y en a pas mal qui m'appartiennent. Et j'ai pas mal de poulains aussi qui arrivent derrière. Vous disiez en préambule de cet échange que vous aviez commencé les épreuves cadets avec une pur sang, une jument. C'était une toute autre époque, c'était un autre sport presque. Les choses ont énormément changé, il y a eu de grandes évolutions qui ont un peu révolutionné les sports équestres. Aujourd'hui, même dans les épreuves cadets, ce serait quasiment impossible de voir un pur sang ou un cheval qui ne soit pas déjà un très bon cheval. Comment est-ce qu'on fait pour progresser, pour s'adapter, pour évoluer en même temps que le sport évolue lui de son côté ? Il faut être à la page. Hein, et puis c'est sûr qu'il faut être dedans tout le temps. Moi, l'avantage, c'est que j'ai quand même eu la chance, comme pas mal d'autres aussi, de rester un peu, de me mettre dans le coup au fur et à mesure, un peu sur le tard. Et du coup, maintenant que je suis dans le coup, faut surtout pas décrocher pour éviter de sortir de cette ambiance où faut aller super vite. Le matériel est beaucoup plus léger, les grands prix, les temps sont courts, donc faut vraiment être. Après, on peut toujours se casser comme moi j'ai fait, et puis il faut un temps d'adaptation pour se remettre dans le coup. Mais faut pas trop décrocher trop longtemps, parce qu'après c'est vrai que c'est pas facile d'y revenir. Et ça a énormément évolué, comme je disais, avec les chefs de piste, avec les temps courts, avec le matériel beaucoup plus léger, les petites palanques, les distances, les choix de foulée et tout ça. Donc on a énormément évolué dans le dressage des chevaux déjà sur le plat pour aller sauter. Parce qu'à l'époque, on se préoccupait pas trop de faire des épaules en dedans. Hein. Enfin, moi, je me souviens au début, c'était pas notre qualité principale. Hein. Fallait être efficace sur la piste. Et puis, mais maintenant, on se rend compte que ça passe plus. Hein. Plus ça va, plus il faut dresser les chevaux pour qu'ils soient le plus classique possible et qu'ils soient moins à l'effort le plus possible aussi. Plus ils sont dressés, moins on les fait forcer. C'est drôle que vous disiez ça, parce que dans notre échange avec Kino Connor, qu'on a enregistré aux États-Unis, il nous disait, pour monter des chevaux français, il faut vraiment un cavalier français. que nos chevaux étaient sauvages, pas dressés, en comparaison avec certainement les chevaux des étrangers, peut-être des Allemands, même des Irlandais, visiblement. Est-ce que c'est un constat que vous faites quand même, ou est-ce que vous trouvez, pour le coup, que les chevaux sont quand même de plus en plus affûtés sur le plan? Non, je pense que il a peut-être pas monté les chevaux français il y a 25 ans non plus. Mais c'est vrai je trouve qu'on fait des efforts de plus en plus pour les dresser. Alors ils sont peut-être pas assez dressés à leurs yeux, hein, aux yeux
Marquine Connor. Mais moi, on a acheté aussi des chevaux allemands et ils sont certes dressés, mais ils sont complètement assistés. Et moi, j'essaye de les franciser, qu'ils se prennent un peu plus en charge. Parce que c'est vrai qu'eux, rien n'est au hasard, ils sont placés, tout ça. Mais dès que c'est un petit peu long ou un petit peu trop près, ils n'ont pas aussi... Peut-être pas tous, hein. Après chaque cheval est différent, hein. C'est pas une critique non plus. Mais voilà, c'est pas forcément évident non plus de, moi je dis, franciser un cheval allemand, ça prend du temps. Donc ça va aussi dans les deux sens. Voilà. On a eu un épisode qu'on a enregistré cette année avec 3 Américains plus Marie Écart. Et l'enjeu de l'épisode, c'était vraiment de décrypter les différences entre les systèmes américains et les systèmes français. Et notamment les 3 cavaliers américains avaient ri de Marie, puisque Vainé est une jument qui a vraiment beaucoup de sang à la piste et qu'ils la trouvent vraiment sauvage en piste et qu'ils disent voilà, il y a vraiment que Marie pour monter ce cheval là. C'est drôle. Ouais, les Français on n'a pas froid aux yeux pour ça. J'aimerais bien revenir sur votre titre de champion de France. Je vous l'ai dit tout à l'heure, j'aimerais déjà savoir si ce titre de champion de France a pour vous autant de poids, plus de poids qu'une première victoire en Grand Prix 5 étoiles. Qu'est-ce que vous valorisez le plus finalement ? Alors, je pense que l'avantage, c'est que je l'ai fait dans le bon ordre. Ouais. Alors, j'ai commencé par le championnat de France et après, c'était la victoire en 5 étoiles. Alors, évidemment, ma victoire au championnat de France, ça a eu énormément de poids pour moi parce que on a toujours couru les championnats de France dans la famille Hurel, que ce soit du cadet junior jusqu'au Pro 2, Pro 1, Pro Élite. Donc on n'a peut-être pas fait chaque année, enfin moi j'ai peut-être pas fait chaque année parce que le début où je me suis installé à mon compte, j'avais pas forcément les chevaux pour le faire. Mais je l'ai quand même couru très très souvent. Et à chaque fois quand une petite faute arrive et qu'on est à 2 doigts du podium et puis du coup on est recalé à la 8e place ou 9e place, plein de fois j'ai été 7-8e du Pro 1 ou du Pro Élite et du coup on est toujours à une barre ou un cheveu d'un podium. Alors bien que j'ai quand même été vice-champion en 2012 je crois du Pro 1, mais voilà, faire le Pro Élite, ça faisait déjà peut-être une dizaine d'années que je le faisais, et avec des chevaux différents. Et là, accrocher le titre, c'est vrai que ça a eu une belle consécration de tant d'années de travail, en fait. Donc voilà, c'est une belle satisfaction. Ouais. En 2023, vous étiez à ça d'avoir le titre, justement. Vous étiez en tête du championnat. Fantasio avait décidé qu'il ne voulait pas s'approcher de la rivière et au milieu de la courbe, il avait fait demi-tour. Et cette année, il a fait pareil. Finalement, c'est un perpétuel recommencement de se remettre en question, de retravailler, de récupérer la confiance. Ouais. Alors, il m'a fait ça il y a 2 ans parce que moi, j'estime que je ne l'ai pas assez bien monté à la première manche. Je l'ai monté trop loin, il est parti de loin, il a tiré les pattes pour aller chercher la latte, il n'a pas fait la faute. Et à la 2e manche, il y avait le même tournant, sauf qu'il n'y avait pas la rivière à sauter. Et il a cru que c'était la rivière, il m'a dit non, tu ne me remontes pas comme ça. Pour moi, je le prends comme je ne l'ai pas assez bien monté, du coup, il me l'a fait payer. Et cette année, c'était le même virage. Exactement, c'était dans le même sens. Au même endroit. Et il n'a pas oublié. Alors que l'année dernière, quand j'ai gagné, je crois fortement qu'elle était dans l'autre sens. Donc il n'y a pas eu de mauvais souvenirs. Parce que les rivières, ils les sautent toutes. C'est que celle-là. Donc je pense que la mémoire d'un cheval, elle est bien là. On peut bien dire qu'un cheval a vraiment de la mémoire parce que il a sauté toutes les rivières de tout autre terrain, dont celle de la Baule, dont celle de Lisbonne la nuit, enfin voilà des rivières impressionnantes. Il ne m'a jamais embêté. Il n'y a que là. Donc voilà, la conclusion, c'est qu'un cheval a une vraie mémoire. Quand vous étiez sorti de piste, je l'ai mentionné en introduction, vous aviez vos parents qui étaient là, c'était très touchant, tout le monde était affairé autour de vous. C'est vraiment une aventure familiale. Est-ce que ça donne plus de saveur aussi à vos succès, à vos performances, d'être entouré ? Oh bah ouais, parce que quand on est soutenu comme ça, quand on perd, mais quand on gagne, au moins ça fait plaisir à tout le monde. Et puis mes parents...
dès qu'ils peuvent suivre, venir en concours, ils viennent, ou suivre sur Internet, ils suivent tous les week-ends ce qu'on fait dans tous les concours, hein, que ce soit moi ou mes frères, ils suivent tous, ils suivent tout. Donc voilà, quand il y a un résultat qui tient la route, enfin qui est marquant, c'est de l'émotion pour tout le monde et c'est assez sympa d'être soutenu comme ça. Ouais. Est-ce que vous valorisez particulièrement le fait de monter avec la veste de l'équipe de France ? Ouais, moi ça me plaît bien de monter avec l'équipe de France. Vous qui êtes plutôt solitaire, j'ai l'impression un peu. Je suis plutôt, solitaire, mais ça fait partie du haut niveau. Donc voilà, monter pour l'équipe de France, je trouve que ça fait partie du jeu et c'est sympa de pouvoir la mettre quand c'est un CSIO. Voilà, ça fait partie des beaux terrains de faire des CSIO. C'est chaque CSIO dans chaque pays, donc voilà, c'est représentatif d'un cheval qui va bien, d'un cavalier qui va bien. Donc si on est là, c'est pas par hasard non plus, c'est parce qu'on a été sélectionné. Donc ça fait partie du jeu, donc j'aime bien. J'ai quelques petites questions pour conclure. On nous a demandé récemment d'intégrer un peu plus de technique dans nos épisodes parce qu'il y avait énormément de choses à retirer de tous ces échanges. Et je me suis posé cette question en regardant cette fameuse vidéo où vous travaillez Fantasio qui est disponible sur la chaîne YouTube de l'Éperon. On voit Barbara qui détend le cheval. Ensuite, on vous voit commencer votre séance. Vous avez, je crois que c'est une croix, quelques foulées, un vertical, vous vous arrêtez plusieurs fois, vous revenez, vous vous arrêtez au milieu de la ligne, ensuite vous sautez et après une combinaison, vous avez d'abord une barre au sol, finalement que vous finissez par mettre en barre en V sur la barre du milieu de la sortie de combinaison, sur un double de verticaux. Et je me demandais quels étaient finalement les exercices que vous préférez, ou en tout cas que vous utilisez le plus régulièrement pour recaler un cheval comme Fantasio qui a toujours visiblement beaucoup d'envie d'aller dans le saut. Alors il a l'envie parce qu'il a énormément de sang et d'énergie et souvent les premiers jours il est trop chaud, il est trop tendu, il est trop chaud, du coup il court un petit peu dans la barre et il a besoin de se relâcher, vider son énergie et c'est pour ça que souvent il est très bien le dimanche. Donc bon, c'est quand même, ça tombe bien que le Grand Prix soit le dimanche. C'est une bonne chose. C'est une bonne chose. Mais voilà. Et à la maison, maintenant, je saute très peu parce que je sais que ça sert pas à grand chose de sauter à la maison parce que il sera toujours aussi chaud. Voilà, il va plus vider son énergie au concours qu'à la maison. Donc non, mais je fais des exercices. Après, il a tellement de génie dans sa technique que je faisais ça il y a longtemps parce que dans les combinaisons, il pouvait baisser un petit peu son garrot sur les deux foulées verticales. Donc voilà, je pouvais mettre. Moi, souvent, je mets les barres en V sur la barre du bas. Ouais, pour pas que la barre du haut soit matérialisée, parce que sur la piste, elle n'est pas matérialisée, cette barre-là. Donc ça leur donne du recul, ou qu'elle soit au sol, en V au sol, ou sur la barre du bas, pour que ça leur donne du recul, mais sans que la barre du haut soit transformée. Et avec des barres au sol, pour qu'il cale aussi sa trajectoire. Lui, il déteste les barres au sol, donc j'en mets rarement, enfin, surtout devant et derrière la barre. Je peux mettre une barre au sol à 2-3 foulées, comme ça le cale un petit peu. Mais voilà, surtout, c'est pour son côté délicat au paddock, parce qu'il déteste les paddocks de concours. C'est surtout ça qu'il n'aime pas. Mais voilà, après lui, au niveau de sa technique, il n'y a pas grand-chose à lui faire travailler, parce qu'il a une technique assez irréprochable. Est-ce que vous avez, avec vos autres chevaux, des exercices un peu incontournables, où à chaque fois que vous avez un jeune cheval ou un cheval à monter, vous êtes à peu près certain de lui installer l'exercice à un moment donné dans la séance? Oui, bah voilà, ça va être des sauts de puce, ça va être des gymnastiques, ça va être sauter sur la volte, pour qu'il apprenne aussi à s'assouplir, pas faire que le saut droit, hop, pour les assouplir un peu en cercle et à droite et à gauche, pour qu'ils donnent le dos en fait pas forcément sur un gros coup de dos, mais qu'ils puissent s'assouplir au maximum dans le mouvement et à la réception aussi, pour assouplir les zones de réception, pour qu'ils reviennent dans le contrôle aussi, et travailler l'engagement. Il y a tellement de choses à travailler sur chaque cheval différent, donc voilà, on va adapter aussi un exercice particulier avec tel cheval qui est un peu trop raide, qui va être avec une bouche un peu plus délicate, donc on va travailler autre chose. Il y a tellement
de critères à respecter. C'est une science infinie. Voilà, c'est pour ça que c'est très intéressant. C'est pour ça que c'est très compliqué aussi. Est-ce qu'il y a un cheval sur le circuit actuel que vous aimeriez particulièrement monter ? Ah, en dehors de mon écurie. En dehors de votre écurie, évidemment, on n'a pas le droit de dire Fantasio. Plus ça va, plus il y a des chevaux extraordinaires, donc il y en a plein. Hein. On n'a pas le droit de mentionner King Edward. C'est de la triche. Non, ok. C'est de la triche. Celui qui est dans le... Ah, j'ai peut-être quand même une tendance pour Hermitage Calonne. Ouais, bon choix. Excellent cheval. En plus, on pourrait faire des poulains. Il donne envie, vraiment. Et une dernière question, Cédric. De quel cavalier est-ce que vous vous inspirez ou de quel cavalier est-ce que vous vous êtes le plus inspiré dans votre carrière ? J'ai toujours eu j'ai toujours idolé en fait la façon de monter de Hubert Bourdi. Ok. Qui n'est plus là depuis longtemps. Qui n'est plus avec nous. Mais j'ai toujours idolé la façon de faire d'Hubert Bourdi. Et puis aussi bien à cheval que commercialement. C'était un crack. Ouais. C'est ce qui ressort, c'est que c'était vraiment un cavalier de génie avec beaucoup d'instinct. Ouais. Okay. C'est ce qui m'a marqué le plus, ouais. Merci beaucoup à Cédric Hurel pour cet échange. C'était passionnant. Merci beaucoup.